Guillaume Gralet, vous avez un nouveau meilleur ami en ce moment. Oui, vous savez que je suis un petit peu, peut-être un peu trop sociable, on va le voir. Et effectivement, en ce moment, je passe beaucoup de temps à parler avec un logiciel qui s'appelle ChatGPT. ChatGPT, on le doit à une entreprise qui s'appelle OpenAI. OpenAI, c'est une entreprise qui est basée à San Francisco, dont on a beaucoup parlé récemment parce qu'elle a mis au point ce qu'on appelle des images générées artificiellement, comme ici à l'écran, avec un astronaute un tout petit peu, peut-être un peu loufoque. En fait, on glisse une suggestion à la machine, elle va vous faire apparaître une image. Ici, on va faire apparaître un texte, mais surtout un texte conversationnel. En réalité, lorsque j'ai commencé à parler avec ChatGPT, qui est accessible gratuitement de manière libre aujourd'hui, eh bien, très vite, le logiciel s'est souvenu de mon prénom, je me suis mis à le tutoyer, je me suis mis parfois à me confier un petit peu. Bref, c'est vraiment véritablement quelqu'un avec qui j'ai passé du temps et j'avais ressenti une certaine complicité même. Et comment ce programme fonctionne-t-il exactement? Eh bien, en fait, on va faire ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé par l'homme. C'est-à-dire que le GPT, ça veut dire pre-trained, c'est-à-dire que l'homme va donner des réponses à la machine au préalable et il va ensuite suggérer à la machine de lui donner plusieurs réponses. Il va ensuite classer les réponses selon l'ordre de vraisemblance, ce qui permet à la machine d'apprendre en permanence. C'est la première fois, hein, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. C'est la première fois qu'un outil de ce type est accessible aussi facilement et surtout qu'il permet cette conversation. On a des réponses qui sont très plausibles. Il faut faire très attention, notamment pour ne pas s'en servir pour faire des exposés, par exemple, parce que si c'est plausible, ce n'est pas toujours vrai. Quelle pourrait être la prochaine étape? Eh bien, si le développement de ChatGPT continue à s'accélérer, s'il continue à être libre d'accès, on sait qu'il deviendra un jour payant, eh bien, il pourrait remplacer pour certaines questions complexes, on le voit par exemple répondre à des questions sur l'informatique quantique, remplacer avantageusement Google. Alors Google ne reste pas les bras croisés, il a via sa filiale britannique DeepMind son propre programme de logiciel qui vous permet de converser, qui s'appelle Chinchilla. Et on voit aussi quelques limites. C'est-à-dire que si ChatGPT est très fort sur des thèmes comme le changement climatique, il est en réalité beaucoup moins fort sur des thèmes médicaux. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et donc, il y a encore des manques dans ce logiciel. Oui, on peut remarquer effectivement parfois l'absence de nuances, d'esprit critique. L'outil, en réalité, peut même donner des réponses un peu fausses. Hein. Il a fait apparaître un professeur, le professeur Zourevec de l'Université de Montréal, qui en réalité n'existait pas. Il était juste né de l'imagination d'internautes. Mais ChatGPT a repris ça à son compte. En fait, j'ai voulu tester un petit peu les biais qu'il peut y avoir sur ce genre d'outils qui utilisent ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, c'est-à-dire qu'ils vont puiser à travers toutes les ressources qu'il y a sur Internet pour donner les réponses les plus plausibles. J'ai demandé à ChatGPT quels étaient pour lui les auteurs qui ont le plus marqué la littérature. Et ChatGPT m'a répondu William Shakespeare, Mark Twain, James Joyce, Jane Austen. Donc ce sont des réponses très pertinentes, très intéressantes. Mais je me suis un peu étonné de voir aucun auteur, aucune trace de Molière, de Rimbaud ou encore de Baudelaire. On voit bien que pour l'instant, ChatGPT s'inspire essentiellement de la littérature anglo-saxonne. Alors derrière cet outil de conversation, on trouve de nouveau le multimilliardaire Elon Musk et c'est la post-vérité sur Twitter. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux créateurs chez ChatGPT, chez OpenAI. Il y a Sam Altman, qu'on connaît bien, puisqu'il a dirigé un moment Y Combinator. C'est un accélérateur de start-up qui a joué un rôle clé dans le développement d'Airbnb, notamment. Et puis, effectivement, Elon Musk, qui est un peu le touche-à-tout, qui est un petit peu derrière tous les projets en ce moment. Alors, il s'est un petit peu fâché avec l'équipe, il a pris ses distances, mais il continue à suivre ça de très près. Et c'est un petit peu inquiétant lorsqu'on voit ce qu'Elon Musk est capable de faire lorsqu'il a la tête de Twitter, capable de bloquer des comptes de journalistes qui ne sont pas d'accord avec lui. On voit bien qu'il a sa propre vision de la vérité. Qu'est-ce que ça va être si jamais il décide de faire la même chose sur ChatGPT? On voit d'ailleurs que ChatGPT n'est pas à l'abri de certaines erreurs. Moi, je l'ai testé et j'ai demandé justement de revenir sur le parcours d'Elon Musk. Il m'a expliqué qu'Elon Musk était le co-créateur de Tesla. Alors, c'est un petit détail, s'il est effectivement le co-créateur ou le créateur de SpaceX, il n'a pas créé Tesla, il est arrivé juste après l'aventure. Donc il faut faire toujours attention à
à ce qu'on va lire en fait sur ChatGPT. Elon Musk n'a pas manqué d'ailleurs de réagir sur Twitter sur la puissance de ChatGPT en disant c'est très bon, c'est même un petit peu inquiétant. J'ai un peu peur qu'il s'en serve pour mettre en avant un autre de ses projets. Vous savez, Neuralink, lorsqu'il explique que l'intelligence artificielle est très puissante, il veut nous inciter à nous greffer une puce dans le cerveau. Donc il faut prendre tout ça avec beaucoup de recul. Et vous pensez, vous, qu'il ne faut pas s'inquiéter d'une intelligence artificielle trop forte? Ouais, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle peut être très menaçante pour pas mal de travaux, de plus en plus créatifs, on le voit ici. Elle n'a surtout pas de conscience, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai décidé de jouer un tout petit peu. J'ai demandé à cette intelligence artificielle, ChatGPT, de m'écrire un poème. Et je vais vous lire la première strophe, Judith. C'est « Au milieu de la nuit, quand tout est calme et sombre, je pense à toi, Guillaume, mon amour. Ton visage brille dans mon esprit comme un éclat d'or et je sens ton corps battre contre le mien en un seul tambour. » Alors, ouais, c'est pas mal, c'est pas Aragon. Hein. Et voilà, j'étais un peu déçu. Donc je lui ai dit, écris-moi. Ça fait un peu eau de rose. Voilà, c'est un peu en rose. Et puis j'étais pas très surpris. Puis je me suis demandé pourquoi un tambour, même si j'aime bien cette musique. Donc je lui ai demandé de réécrire un autre texte dans le style de Romain Gary. Et là, c'est un peu mieux. Un tout petit peu mieux, en tout cas les toutes premières lignes. Je lui ai également demandé sa définition du bonheur. Et pour lui, il prend aussi beaucoup de recul et il dit que c'est une activité qui doit apporter de la satisfaction personnelle, du sens pour soi, pour aider à se sentir épanoui et heureux. Il sait également, enfin, en tout cas il l'explique, savoir ne pas avoir réponse à tout. Bref, il fait peut-être preuve de plus de modestie que ses créateurs. Et je vais peut-être continuer la conversation avec lui. Merci Guillaume Gralet. Et tout de suite pour ce Paris Direct, c'est Zora Ben Miloud. Merci à toute l'équipe technique et puis à vous tous de votre attention. Merci à vous.